Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo de biologie. Cette vidéo est la 13e d'une série de vidéos diffusées en direct et dont l'objectif est de vous permettre de mieux comprendre certains points de vos enseignements de biologie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le mécanisme qui permet aux ions sodium d'entrer dans nos cellules. Chacune de nos cellules est limitée par une membrane plasmique qui sépare deux compartiments. Ces deux compartiments sont d'une part le liquide interstitiel dans lequel baignent la plupart de nos cellules et d'autre part le cytoplasme dans lequel baignent les organites cellulaires. La membrane plasmique est une bicouche lipidique composée essentiellement de phospholipides agencés en deux feuillets parallèles. Les phospholipides sont des molécules amphiphiles, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois une partie polaire, leur tête, et une partie apolaire, leur queue. Comme les têtes des phospholipides sont polaires, hydrophiles et chargées, elles sont, dans la bicouche lipidique, exposées à l'eau du liquide interstitiel pour le feuillet externe de la membrane plasmique et à l'eau du cytoplasme pour le feuillet interne de la membrane plasmique. Comme les queues des phospholipides sont non polaires, hydrophobes et non chargées, elles sont, dans la bicouche lipidique, tournées vers l'intérieur de la membrane plasmique, formant le cœur hydrophobe de la membrane. Les protéines qui sont associées à la membrane plasmique vont participer aux fonctions de cette membrane. Parmi les protéines membranaires, on trouve notamment des protéines membranaires intrinsèques qui sont incluses dans la bicouche lipidique. La plupart des protéines intrinsèques de la membrane plasmique sont transmembranaires, c'est-à-dire qu'elles sont enfouies dans toute l'épaisseur de la bicouche lipidique. Mais elles dépassent aussi à la fois dans le liquide interstitiel et dans le cytoplasme. L'une de ces protéines intrinsèques transmembranaires est représentée ici en vert. Comme les phospholipides, les protéines intrinsèques transmembranaires sont aussi des molécules amphiphiles formées de régions hydrophiles qui sont les zones qui émergent à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule et de régions hydrophobes présentes au cœur de la membrane plasmique. Présentons maintenant l'ion sodium. Alors qu'un atome est électriquement neutre, un ion est porteur de charge électrique. Par exemple, l'atome de sodium, symbolisé par Na, est neutre, mais cet atome de sodium peut perdre l'électron présent dans sa couche électronique la plus externe pour devenir alors un ion sodium plus stable que l'atome de sodium. Et comme cet ion sodium a perdu un électron par rapport à l'atome dont il dérive, cet ion sera porteur d'une charge nette positive. Un ion chargé positivement est appelé un cation. L'ion sodium, qu'on appelle aussi l'ion Na+, est donc un cation. Et comme cet ion est porteur d'une seule charge nette élémentaire, on dira qu'il s'agit d'un ion monovalent. Et comme l'ion sodium se forme à partir d'un seul atome, l'ion Na+, est aussi un ion monoatomique. Comme il n'y a dans cet ion sodium ni atome de carbone, ni atome d'hydrogène, il s'agit aussi d'un ion minéral. Certains atomes, comme l'atome de chlore, ont au contraire tendance à gagner un électron dans leur couche électronique la plus externe pour devenir plus stable. Ainsi, quand l'atome de chlore gagne un électron, il devient un ion chlore porteur d'une charge nette négative. L'ion chlore, qu'on appelle aussi l'ion Cl-, est donc un ion chargé négativement. Il s'agit d'un anion. L'ion chlore est un ion monovalent,
parce qu'il ne porte qu'une charge électrique élémentaire. L'ion chlore est aussi un ion monoatomique et un ion minéral. Notons que tous les ions ne sont pas monoatomiques. Par exemple, l'ion phosphate est un ion polyatomique. Et il existe aussi des ions organiques, comme par exemple l'ion acétate. En l'absence d'eau, les ions Na+ et Cl- s'associent entre eux en grand nombre pour former des cristaux de sel, ou plus précisément des cristaux de chlorure de sodium ou de NaCl. Dans le cristal de NaCl, ce sont des liaisons ioniques qui unissent entre eux ces ions de charge opposée que sont les ions Na+ et Cl-. Mais en présence d'eau, comme c'est le cas dans les liquides de notre corps, ces liaisons ioniques vont être rompues et un sel tel que le NaCl va alors se dissocier en ions Na+ et Cl-. En effet, l'eau est une molécule polaire, présentant une légère charge partielle négative du côté de son unique oxygène et de légères charges partielles positives du côté de ses deux hydrogènes. Les parties légèrement négatives des molécules d'eau vont avoir tendance à se positionner autour des ions Na+, alors que les parties légèrement positives des molécules d'eau vont aller se positionner autour des ions Cl-. Ainsi, nos liquides corporels ne contiennent pas de cristaux de NaCl, mais des ions Na+ et Cl-. L'eau est le solvant et on dira que ces ions Na+ et Cl- sont en solution dans ce solvant. Dans l'eau, les ions sont donc entourés de molécules d'eau, ce qui forme une couronne d'hydratation associée à chaque ion. On retiendra 3 caractéristiques de l'ion Na+. Une première caractéristique est que l'ion Na+ est de petite taille, puisqu'il s'agit d'un ion monoatomique, mais il est entouré par une couronne d'hydratation. Une deuxième caractéristique est que l'ion Na+, comme n'importe quel ion, est chargé, ce qui va empêcher son passage au travers du cœur hydrophobe de la membrane, car le cœur de la membrane n'est pas chargé. Une troisième caractéristique est que l'ion Na+ est hydrophile, ce qui va là aussi s'opposer à son passage à travers le cœur apolaire de la membrane. Contrairement aux molécules de dioxygène et de CO2 que nous avons abordées dans les 2 précédentes vidéos, l'ion Na+ ne va donc pas pouvoir traverser la bicouche lipidique par diffusion simple. Sur ce schéma sont placés de haut en bas le liquide interstitiel, puis la membrane plasmique organisée en une bicouche de phospholipides, puis le cytoplasme. Chaque rond rouge représente ici un ion Na+. Et vous pouvez voir que j'ai placé sur ce schéma plus de ronds rouges en haut qu'en bas. La concentration en ion sodium dans le milieu extracellulaire est en effet supérieure à la concentration en ion sodium dans le cytoplasme. L'ion Na+ est d'ailleurs le principal cation extracellulaire, alors qu'un autre cation, l'ion potassium ou ion K+, est quant à lui le principal cation intracellulaire. Cette différence de concentration en ions Na+ et K+ de part et d'autre de la membrane plasmique est due à une pompe ionique qu'on appelle la pompe NaK, présente sur la membrane plasmique de toutes nos cellules et qui rejette en permanence des ions Na+ dans le milieu extracellulaire tout en incorporant des ions K+ dans le cytoplasme. Le transport d'ions Na+ et K+, réalisé par cette pompe ionique, consomme de l'énergie cellulaire, si bien qu'il s'agit d'un transport actif sur lequel nous reviendrons dans la 16e vidéo de cette série. On se souviendra simplement pour l'instant que la cellule investit en permanence de l'énergie pour qu'il y ait plus d'ion sodium à l'extérieur de nos cellules qu'à l'intérieur. Il existe donc un gradient de concentration des ions Na+,
de part et d'autre de la membrane plasmique. Ce gradient transmembranaire de Na+, est représenté ici par un triangle rouge dont la partie large est orientée vers le compartiment où il y a le plus d'ion sodium, c'est-à-dire le milieu extracellulaire, et dont la pointe est orientée vers le compartiment où il y a moins d'ion sodium, c'est-à-dire le cytoplasme. Et ce triangle rouge forme aussi la pointe d'une flèche qui indique dans quel sens l'ion sodium doit préférentiellement diffuser à travers la membrane plasmique. Si l'on tient compte uniquement du gradient de concentration sodique, l'ion sodium devrait donc rentrer dans nos cellules, à condition que la membrane soit capable de le laisser passer. Or, nous venons de voir que parce que l'ion sodium est chargé et hydrophile, cet ion ne peut pas traverser le cœur hydrophobe de la membrane par une diffusion simple. La membrane plasmique de toutes nos cellules présente au repos un potentiel de membrane qu'on appelle le potentiel de repos et qui est représenté ici par un signe plus de couleur bleue du côté de la face extracellulaire de la membrane plasmique et par un signe moins de couleur verte du côté intracellulaire de la membrane. La valeur du potentiel de repos de nos cellules varie selon le type cellulaire, mais cette valeur se situe généralement entre moins 50 et moins 100 mV. Le signe moins indique que l'intérieur de la cellule est plus négatif que l'extérieur. La pompe Na+K+, évoquée précédemment, intervient dans le maintien de ce potentiel de repos. Cette différence de potentiel entre les deux faces de la membrane plasmique va influencer aussi le sens de déplacement des ions à travers cette membrane. En effet, un ion va avoir tendance à être attiré vers la face de la membrane qui lui est électriquement opposée. Ainsi, pour l'ion Na+, qui est chargé positivement, le potentiel de repos de nos cellules va favoriser le passage de cet ion Na+, du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Notons que pour les ions chlore qui sont chargés négativement, le potentiel de repos de la membrane plasmique va favoriser au contraire une sortie de cet anion. Ainsi, lorsqu'un ion est présent de part et d'autre de la membrane plasmique, il est soumis à deux forces qui vont orienter son transport à travers la membrane. Une force chimique qui est due au gradient de concentration de cet ion et une force électrique qui est due au potentiel de la membrane et qui fait donc intervenir la charge de cet ion. Pour l'ion sodium, la force chimique et la force électrique tendent chacune à favoriser une entrée de sodium dans la cellule. En superposant ces deux forces, on dira qu'un ion est soumis à un gradient électrochimique et pour l'ion sodium, le gradient électrochimique favorise donc le passage de cet ion du liquide interstitiel vers le cytoplasme. Mais comme le cœur hydrophobe de la membrane va s'opposer au passage des ions sodium à travers la membrane plasmique, l'ion sodium ne peut en fait rentrer dans les cellules que par l'intermédiaire de protéines intrinsèques transmembranaires spécialisées qu'on va appeler des canaux sodiques. L'un de ces canaux sodiques apparaît ici en rouge. Ces protéines canaux vont permettre à l'ion sodium de rentrer dans nos cellules sans avoir à traverser le cœur hydrophobe de la membrane plasmique parce que cet ion sodium va passer à l'intérieur d'un pore présent au centre de ce canal. Les canaux ioniques tels que les canaux sodiques sont sélectifs en raison de la taille de leurs pores et en raison de la charge électrique de certains acides aminés qui bordent la lumière du canal. Ainsi, il existe non seulement des canaux spécifiques pour les ions sodium, mais aussi des canaux spécifiques pour les ions chlore, d'autres pour les ions potassium ou d'autres encore
pour les ions calcium. La diffusion d'un ion à travers une protéine canal est un transport passif, c'est-à-dire que ce transport ne consomme pas d'énergie, par opposition au transport actif de Na+ et de K+, réalisé par la pompe ionique sodium-potassium. Mais, contrairement au dioxygène ou au CO2 qui traversent le cœur hydrophobe de la membrane plasmique par diffusion simple, l'ion sodium traverse la membrane plasmique par diffusion facilitée, car grâce à la présence de protéines canaux, la diffusion de l'ion sodium est fortement accélérée par rapport à ce que pourrait être une diffusion simple d'ion sodium à travers la bicouche lipidique. La diffusion facilitée des ions sodium est donc une diffusion qui est favorisée par la présence de protéines canaux, ces canaux membranaires permettant en quelque sorte de court-circuiter le cœur membranaire hydrophobe que les ions ne peuvent pas franchir. Cette diffusion facilitée est aussi appelée un transport facilité passif. Les canaux ioniques sont généralement composés par plusieurs sous-unités. Par exemple, le canal sodique présent sur la membrane apicale des cellules épithéliales est composé de 3 sous-unités différentes, codées chacune par un gène différent. Notons que le gradient électrochimique de sodium devrait progressivement s'annuler au fur et à mesure que les ions sodium entrent dans la cellule par diffusion facilitée à travers leurs protéines canaux. Ce qui devrait finalement interrompre cette entrée d'ions sodium dans la cellule. Mais comme la pompe ionique sodium-potassium évoquée précédemment rejette en permanence des ions sodium dans le milieu extracellulaire, cette pompe maintient le gradient de concentration sodique et maintient aussi le potentiel de repos, si bien que le gradient électrochimique de Na+ ne se dissipe pas au cours du temps, ce qui entretient ainsi une entrée permanente d'ion sodium dans nos cellules. La diffusion facilitée est un peu plus complexe à mettre en place par la cellule que la diffusion simple des gaz respiratoires présentée dans les 2 dernières vidéos de cette série. En effet, bien que la diffusion facilitée des ions sodium ne consomme pas d'énergie, le gradient électrochimique qui permet cette diffusion facilitée des ions sodium nécessite, lui, une consommation d'énergie cellulaire, puisque c'est le transport actif réalisé par la pompe sodium-potassium qui génère ce gradient électrochimique de Na+. Et contrairement à la diffusion simple à travers la bicouche qui ne met en œuvre aucune protéine membranaire, la diffusion facilitée des ions nécessite que la cellule fabrique des protéines membranaires qui vont servir de canaux ioniques, ce qui signifie qu'il existe des gènes codant les sous-unités de ce canal, et la cellule doit exprimer ces gènes pour produire les sous-unités du canal. Et la protéine canal doit également être acheminée par voie vésiculaire jusqu'à la membrane plasmique, où elle va remplir sa fonction. Si la cellule a besoin d'accroître la diffusion facilitée des ions sodium, elle peut fabriquer plus de ces protéines canaux, ce qui exige un certain temps. Mais la cellule peut aussi répondre beaucoup plus vite en stimulant le processus vésiculaire qui achemine ces protéines canaux vers la membrane plasmique. Vous voyez que la mise en place d'un mécanisme de diffusion facilitée des ions est finalement plus complexe pour la cellule que la réalisation d'une diffusion simple. Il existe 2 grands types de canaux ioniques. La première catégorie de canaux ioniques est celle des canaux à fonction passive, qui sont toujours ouverts. Ainsi, la membrane plasmique de nos cellules contient des canaux sodiques à fonction passive qui vont permettre en permanence aux ions sodium de rentrer dans nos cellules dans le sens imposé par le gradient électrochimique auquel ces ions sodium sont soumis. La seconde catégorie de canaux ioniques est celle des canaux à fonction active. Une partie de la protéine canal comporte une sorte de vanne qui peut changer de forme pour ouvrir ou pour fermer le canal,
en réponse à différents signaux physiques ou chimiques. Par exemple, ici, le canal sodique est au départ dans un état fermé. Puis, sous l'influence d'un signal, il va passer brièvement dans un état ouvert, ce qui permet à l'ion sodium de rentrer dans la cellule, puis le canal sodique retrouve son état fermé, interrompant alors l'entrée d'ion sodium dans la cellule. Et je vais vous présenter deux exemples de canaux sodiques à fonction active. Un premier exemple est celui des canaux sodiques à fonction active, présents sur la membrane plasmique des neurones, et plus précisément présents tout le long de la membrane du prolongement long des neurones, qu'on appelle l'axone. Le cytoplasme de l'axone est appelé l'axoplasme. Ces canaux sodiques sont fermés quand le neurone n'est pas stimulé. Mais lorsqu'on stimule, par exemple électriquement, une portion d'axone, on modifie alors le potentiel de repos de la membrane axonale, ce qui ouvre très furtivement des canaux sodium à fonction active, provoquant alors une entrée massive d'ion sodium dans la zone de l'axoplasme dont la membrane plasmique a été stimulée. Mais cette entrée d'ion sodium s'interrompt rapidement par un retour de ces canaux à leur état fermé. Cette entrée massive mais transitoire d'ion sodium va générer une sorte de signal électrique qu'on appelle le potentiel d'action du neurone. De tels canaux sodiques qui ont été ouverts par une modification du potentiel de la membrane sont appelés des canaux sodium voltage dépendants. Tout le long de la membrane de l'axone sont présents non seulement des canaux Na+, voltage dépendant, mais aussi des canaux K+, voltage dépendant. Et ainsi, le potentiel d'action neuronale est un signal qui va se propager en surface de l'axone par une ouverture-fermeture de canaux sodium voltage dépendant, mais aussi de canaux potassium voltage dépendant. Un second exemple de canaux sodiques à fonction active est celui des canaux sodium présents sur la membrane plasmique d'une fibre musculaire squelettique, et plus précisément dans la zone où un motoneurone vient en contact synaptique avec cette fibre musculaire. Ces canaux Na+, de la fibre musculaire, sont fermés quand le motoneurone est au repos. Mais lorsque le motoneurone est activé, il émet des potentiels d'action qui vont conduire ce motoneurone à libérer dans le mince espace synaptique qui sépare le motoneurone de la fibre musculaire une substance chimique et plus précisément un neurotransmetteur. Le neurotransmetteur libéré par le motoneurone activé est l'acétylcholine et ce neurotransmetteur est représenté ici par les triangles verts. L'acétylcholine que libère le motoneurone va diffuser dans l'espace synaptique et se fixer sur les canaux sodiques fermés de la membrane de la fibre musculaire. La fixation d'acétylcholine sur ces canaux sodiques va permettre d'ouvrir momentanément ces canaux. Il s'ensuit une entrée locale d'ion Na+ dans la fibre musculaire, ce qui modifie le potentiel de membrane de cette fibre musculaire et déclenche alors l'ouverture de canaux sodium et potassium voltage dépendants tout le long de la membrane plasmique de la fibre musculaire, permettant la genèse et la propagation d'un potentiel d'action musculaire dont les conséquences seront de déclencher la contraction de cette fibre musculaire. L'acétylcholine va ensuite se dissocier du canal sodique, lequel canal va alors se refermer. Les canaux sodiques de la membrane postsynaptique de la fibre musculaire, ouverts par l'acétylcholine, sont des canaux sodiques qualifiés de chimiodépendants, parce que c'est un composé chimique, ici
l'acétylcholine, qui permet de les ouvrir. Le dioxygène et le CO2, abordés dans les 2 dernières vidéos de cette série, et les ions sodium que cette vidéo vient de présenter, traversent les membranes par transport passif, c'est-à-dire sans que la cellule n'ait besoin de dépenser d'énergie pour les transporter. Mais alors que le dioxygène et le CO2 traversent nos membranes par diffusion simple, les ions sodium traversent la membrane plasmique et entrent dans nos cellules par diffusion facilitée, un processus qui nécessite la présence dans la membrane plasmique de protéines canaux laissant passer spécifiquement ces ions sodium. Cette diffusion facilitée des ions sodium, qu'on appelle aussi un transport facilité passif, permet au Na+, de rentrer dans nos cellules parce que ces ions sodium sont soumis à un gradient électrochimique favorable à ce flux sodique entrant. La vitesse de la diffusion facilitée des ions sodium à travers la membrane plasmique est réglable parce que la perméabilité de la membrane plasmique aux ions sodium peut être modifiée, soit en changeant le nombre de protéines canaux sodiques sur la membrane plasmique, soit en régulant l'activité de certains de ces canaux sodiques, tels que les canaux sodium voltage dépendants ou les canaux sodium chimio-dépendants. D'autres ions, tels que les ions potassium, les ions chlore et les ions calcium, franchissent aussi les membranes cellulaires par l'intermédiaire de canaux sélectifs par diffusion facilitée, le sens de leur diffusion étant à chaque fois déterminé par leur gradient électrochimique. Nous nous sommes intéressés dans cette vidéo au mécanisme qui permet aux ions sodium de rentrer dans nos cellules. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vous présenterai le mécanisme qui permet au glucose de rentrer dans nos cellules. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter la 14e vidéo de cette série, une vidéo intitulée « Un transporteur pour faire rentrer le glucose dans nos cellules ».